Bonjour, bienvenue dans l'art d'apprendre la finance avec M. Gaye. Tout d'abord, nous vous remercions des nombreux commentaires sur le cours d'introduction de la fois passée. Et nous vous incitons aussi à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications, notamment les prochaines vidéos. Aujourd'hui, comme promis, nous allons essayer, dans ce chapitre introductif, de parler du circuit financier et de ses problématiques. La finance se définit comme l'art d'allocation optimale des ressources rares face à des emplois plus nombreux qu'il n'est pas possible de tous les réaliser. Dès lors, il convient de faire un choix judicieux entre les investissements et les types de financement à adopter pour avoir une rentabilité financière, une rentabilité économique afin de satisfaire les investisseurs qui sont aussi bien des actionnaires que des prêteurs. Dans ce chapitre introductif, comme dit tantôt, intitulé Le circuit financier et ses problématiques. C'est un chapitre très important parce que il va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur comment fonctionne l'entreprise, comment interagissent la partie économique avec la partie financière, comment la sphère économique va interagir avec la sphère financière. Donc d'emblée, nous vous incitons à suivre ce cours jusqu'à la fin pour comprendre davantage beaucoup de concepts qui sont utilisés au niveau de la finance. Pour commencer ce chapitre, ou bien pour commencer le circuit financier, nous allons d'abord parler de ce qu'on appelle les besoins de financement. En économie, justement, quand on parle de besoin, on dit que c'est un état d'insatisfaction. Ça veut dire tout simplement, de manière beaucoup plus terre à terre, vous avez soif, c'est un besoin. Buvez de l'eau, c'est le bien qui doit satisfaire ce besoin. Les besoins de financement. Quand on parle de besoins de financement, en finance d'entreprise, on fait référence à deux types de besoins. Vous avez ce qu'on appelle les besoins d'investissement propre et ce qu'on appelle les besoins qui résultent du cycle de l'exploitation. Le besoin d'investissement est l'équivalent de ce qu'on appelle les immobilisations en comptabilité, les comptes de la classe 2. N'oublions pas que les comptes 20 de la classe 20 ont été supprimés par le SUSCOVADA révisé. Donc on commence aujourd'hui à partir des comptes 21. Vous avez les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. L'ensemble de ces trois types d'immobilisation forment ce qu'on appelle l'actif immobilisé. Et en comptabilité, justement, quand on parle de besoins en investissement, on fait référence à ce compte de la classe 2. Et nous allons y revenir plus tard quand on dira maintenant en finance que signifie investissement, qui n'est pas forcément la même chose qu'en comptabilité. En finance, investir, c'est renoncer à une satisfaction immédiate contre l'espérance de revenus futurs supérieurs. Nous allons y revenir. Besoin d'investissement. Si vous avez un projet, vous voulez créer une entreprise, vous voulez combler une partie du marché qui n'a pas de fournisseur, par exemple. Dans l'un ou dans l'autre cas, vous êtes obligé dans un premier temps de faire ce qu'on appelle une étude de marché pour savoir ce que vous voulez. Comme l'adage, nous le disons très souvent, dites-nous clairement ce que vous voulez et nous vous dirons très précise, de manière précise ce dont vous avez besoin. Vous voulez créer une entreprise, dites-vous la première question, j'ai besoin de quoi pour que l'activité marche? J'ai besoin de quoi pour que l'entreprise marche? Par exemple, j'ai besoin de terrain, j'ai besoin de matériel de transport, j'ai besoin d'une machine. Il y a plusieurs types de besoins. Tous les besoins qui sont appelés à être acquis, par exemple, et devront rester de manière durable dans l'entreprise, on les appelle les besoins d'investissement propre. C'est les terrains, ce sont les bâtiments, ce sont les matériels de transport, les matériels industriels, les titres de participation qui sont bien sûr différentes de ce qu'on appelle les titres de placement. On va y revenir. Donc voilà, après avoir, et pour définir maintenant de manière claire, de manière précise ce dont vous avez besoin, il faut forcément passer par ce qu'on appelle une étude de marché.
l'étude de marché pour savoir qu'est-ce que le marché a besoin. Et là, vous ferez appel aux marketeurs qui vous diront, ou bien aux agences qui font des études de marché, qui vous diront exactement, actuellement, voilà comment est le marché. Est-ce que le produit que vous voulez proposer est saturé sur le marché? Est-ce que le produit n'est pas saturé? Est-ce qu'il y a des propositions? Quelles sont les différences? Qu'est-ce qui est exactement dans le marché par rapport à ce que je veux apporter de plus? Le besoin d'investissement, il faut forcément faire une étude de marché. Les machines que vous voulez acheter, par exemple, il faut faire une étude qualitative et une étude quantitative pour savoir ce dont j'ai besoin, de quelle qualité, quelle quantité je dois acquérir pour que mon activité marche. Rappelez-vous, nous sommes toujours dans les besoins d'investissement propre, qui est une partie des besoins en financement, de besoins de financement. Donc, après avoir défini de manière qualitative, du moins, de manière quantitative, ce dont vous avez besoin en investissement propre, en investissement proprement dit, maintenant il y aura un autre type de besoin. Je vous donne un exemple. Vous avez besoin de créer une entreprise qui vend par exemple des sachets d'eau. Vous avez acheté la machine, mais est-ce que cela seulement suffit? Non, cela ne suffit pas. Vous devez acheter la matière première qui doit vous permettre de produire ces sachets d'eau-là. Au-delà de l'eau, il y a les sachets, il y a l'électricité, il y a le personnel. Ce besoin-là, on ne va pas l'appeler besoin en investissement proprement dit, mais on va l'appeler le besoin qui résulte du cycle d'exploitation. Et plus tard, nous l'appellerons dans ces prochaines vidéos le besoin en fonds de roulement. Donc, le besoin qui résulte du cycle d'exploitation, c'est ce besoin qu'on a utilisé, qu'on a besoin de manière permanente. Pour que l'entreprise marche, pour que les machines marchent, pour que les produits soient fabriqués, pour que le service soit vendu, soit disponible, on a des types de besoins qui fonctionnent avec le cycle. S'il n'y a pas de cycle d'exploitation, le besoin n'existera pas. La différence entre le besoin qui résulte du cycle d'exploitation et le besoin en investissement proprement dit, c'est que les besoins en investissement, les comptes de la classe 2, comme nous l'avons dit en comptabilité, sont appelés à rester de manière durable dans l'entreprise. Par contre, les besoins qui sont issus, qui résultent du cycle d'exploitation, vont circuler avec le circuit d'exploitation, donc de manière permanente, on va les renouveler. C'est par exemple les stocks de marchandises, les stocks de matières premières, etc., etc. Donc voilà, ce sont ces deux types de besoins. Les besoins en investissement proprement dit et les besoins résultant du cycle d'exploitation qui forment ce qu'on appelle les besoins de financement, qui sont tout simplement qui constituent la première étape à définir. Pour tout entrepreneur qui veut mettre en place un projet, il faut d'abord clairement savoir ce que vous voulez et ensuite on vous dira de manière très précise ce dont vous avez besoin pour que votre entreprise marche. Donc en résumé, les besoins de financement en finance d'entreprise sont constitués des besoins en investissement proprement dit et des besoins résultant du cycle d'exploitation. Maintenant, après avoir défini de manière claire ces types de besoins, la prochaine étape c'est quoi? C'est d'aller rechercher les ressources pour financer ces besoins de financement. Et ces ressources, on va les chercher auprès d'où? Auprès des bailleurs, de ce qu'on appelle les créanciers financiers. En finance, on n'en a que deux. Vous avez ce qu'on appelle les prêteurs et vous avez ce qu'on appelle les actionnaires. Donc d'abord les actionnaires qui ont la propriété. L'entreprise appartient aux actionnaires. Et donc, ce sont ces actionnaires-là qui, dans un premier temps, vont apporter des fonds. Vous avez créé votre entreprise. D'abord, vous participez à hauteur de combien? De 50%, 60%. Si vous avez des besoins d'investissement, par exemple, de 100 millions, vous apportez, par exemple, les 50 millions. Et les autres 50 millions, vous allez les chercher auprès des prêteurs financiers. Que ce soit au niveau de la banque ou bien au niveau du marché financier, à travers les actions, au niveau de la bourse ou bien les obligations. Donc, les besoins de financement doivent trouver des ressources de financement constituées que de deux parties, les actionnaires et les prêteurs. Excusez-moi. Et c'est là maintenant où on va parler de la première problématique du circuit financier, qu'on appelle la problématique de l'équilibre financier, qui va s'instaurer entre les besoins de financement et les ressources de financement. Cette première problématique a trois aspects. Vous avez ce qu'on appelle l'aspect quantitatif, l'aspect qualitatif et l'aspect structurel.
L'aspect quantitatif, de manière logique, vous avez défini des besoins de financement évalués à 100 millions. Logiquement, vous devez au moins trouver des ressources de financement de 100 millions. Les actionnaires 50 millions ou 60 millions et les autres prêteurs et autres 40 millions. Donc l'aspect quantitatif veut que les ressources de financement soient toujours supérieures aux besoins de financement pour conserver ce qu'on appelle l'équilibre financier. On va y revenir quand on analysera le bilan de l'entreprise. L'aspect quantitatif. Vous avez ce qu'on appelle l'aspect qualitatif. L'aspect qualitatif renvoie à ce qu'on appelle la durée. Par exemple, dans vos besoins de financement, vous avez dit que vous avez besoin par exemple d'un matériel de transport qui coûte 5 millions. Si vous avez ce type de besoin, au niveau des ressources de financement, vous devez trouver un type de financement qui sera remboursé au bout de 5 ans. Ce qu'on veut éviter ici, c'est que par exemple, vous acquérez un véhicule qui vous coûte 10 millions et que vous négociez avec la banque un mode de remboursement par exemple 2 ans, vous remboursez les 5 millions. Alors que le matériel de transport est amorti sur 5 ans. Ça crée ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire la pénétration de la sphère économique par la sphère financière. Et d'ailleurs, si on approfondit un peu ce sens, ce sera l'origine des bulles financières qui vont tôt ou tard exploser. Les crises financières que l'on entend souvent. Donc l'aspect de la durée. Si vous avez un matériel dont sa DUP, sa durée d'utilisation prévue est de 5 ans, faites tout pour que ce matériel-là puisse générer des revenus pour faire face au type de financement emprunté pour une durée aussi de 5 ans. Donc après l'aspect qualitatif, vous avez l'aspect structurel. L'aspect structurel, on l'analyse uniquement au niveau des ressources de financement. Entre les prêteurs et les actionnaires, quelle est la catégorie d'investisseurs qui doit investir le plus dans l'entreprise? Les actionnaires ou bien les prêteurs? Et là, les débats sont agités. Mais l'orthodoxie financière voudrait que les actionnaires qui ont la propriété, le droit de propriété, l'usus. Donc après l'aspect quantitatif, l'aspect qualitatif qui nous renseigne un peu sur la durée, vous avez l'aspect structurel qui concerne spécifiquement les ressources de financement. Vous avez, comme on l'a dit, 2 types de créanciers financiers pour financer l'entreprise. Vous avez les actionnaires et les prêteurs. Maintenant, l'aspect structurel, qui doit détenir le plus dans l'entreprise? Les actionnaires ou bien les prêteurs? On ne va pas y aller en tâtonnant, on va raisonner. Les actionnaires et les prêteurs, tous deux des investisseurs qui ont investi dans l'entreprise et qui attendent un retour sur investissement. Les actionnaires ont amené des capitaux qui vont d'ailleurs constituer ce qu'on appellera les capitaux propres. Les capitaux propres en comptabilité, c'est tous les comptes de la classe 10 à la classe 15. Ils ont apporté des capitaux propres et attendent en retour que l'entreprise soit performante pour recevoir ce qu'on appelle des dividendes. Mais la réception ou bien la distribution de dividendes est assujettie à un certain nombre de principes ou bien de règles à respecter. Dans la plupart des cas, de manière générale, il faut que l'entreprise réalise un bénéfice. Parce que si le résultat est négatif, dans la plupart des cas, je dis bien entre guillemets, on ne distribue pas de dividendes. Si le résultat est positif aussi et que les actionnaires, l'assemblée des actionnaires décide de ne pas distribuer de dividendes, l'actionnaire ne recevra pas de dividendes à la fin de l'année. Donc, vous voyez que pour que l'actionnaire puisse recevoir des dividendes, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et le prêteur, quel que soit le résultat de l'entreprise, va recevoir ses intérêts et son capital dû. Donc dès lors, on se dit que l'actionnaire prend plus de risques que le prêteur. Parce que pour recevoir un retour sur investissement, il y a plusieurs étapes à franchir. Plus même que pour le prêteur qui recevra le remboursement de son capital et de ses intérêts. Donc du coup, puisque les actionnaires prennent plus de risques, ils doivent avoir le contrôle de l'entreprise. C'est ainsi qu'on dit que par exemple dans l'aspect structurel, l'orthodoxie financière voudrait que l'actionnaire ait plus de part dans l'entreprise, dans le capital de l'entreprise pour pouvoir diriger
prendre les décisions sans pour autant être contré par les prêteurs qui sont les banquiers. Par exemple, si vous faites un emprunt, un seul prêteur, ou bien le marché obligataire, qui est un marché qui est en véritable explosion au niveau de l'UEMOA à travers la bourse, la BRVM. Donc voilà la première problématique du circuit financier qui s'instaure entre les besoins de financement et les ressources de financement. L'aspect quantitatif, l'aspect qualitatif et l'aspect structurel. Maintenant, une fois que vous avez par exemple emprunté ou bien vous avez retrouvé les ressources de financement nécessaires pour que votre activité puisse démarrer, vous investissez dans l'entreprise, vous achetez vos machines, vous achetez vos stocks de matières premières, des stocks de marchandises, tout ce que vous voulez acheter qui répondent aux besoins de financement que vous avez, rappelez-vous, déjà définis. Maintenant, l'investissement dans l'entreprise génère des produits et des charges. La différence entre les produits et les charges, on va les appeler les revenus économiques. Donc vous le voyez bien, les actionnaires prennent plus de risques, donc doivent avoir la plus grande part du gâteau, pour parler ainsi. Donc, ces revenus économiques tirés de la différence entre les produits et les charges de l'activité doivent permettre de satisfaire ou bien de faire face à ce qu'on appelle le coût du capital. Et c'est là où intervient la deuxième, bien la seconde problématique du circuit financier, à savoir la problématique de l'optimisation. Il ne suffit pas seulement de vendre, il ne suffit pas seulement doter les charges sur les produits afin d'avoir ce que vous pouvez appeler entre guillemets résultats. On parlera ici de revenus économiques, mais il faut que ces revenus économiques puissent satisfaire les actionnaires et les prêteurs qui avaient investi. Souvenez-vous, on en avait parlé. Quel est le coût des capitaux propres? Ce sont les dividendes. Quel est le coût de la dette? C'est l'intérêt. La somme des deux ou bien la moyenne des deux donne ce qu'on appelle le coût moyen pondéré du capital. Et maintenant, c'est ce coût qu'on va comparer avec les revenus économiques. Donc, en résumé, il faut que les revenus économiques soient supérieurs au coût du capital pour qu'on puisse parler d'optimisation dans l'entreprise. Voyez-vous, monsieur, on vient de faire le tour du circuit financier et à relever ces deux problématiques. Vous maîtrisez ce circuit, vous maîtrisez les problématiques du circuit financier, vous êtes capable, quand on vous donne une entreprise à analyser, déjà d'émettre un avis, du moins, excusez-moi, de dire que l'entreprise est dans la performance, l'entreprise est équilibrée, l'entreprise n'est pas équilibrée, et d'où vient le déséquilibre si vous venez affirmer que l'entreprise n'est pas équilibrée sur le plan financier. Donc voilà, très chers téléspectateurs, très chers internautes, ce qu'on voulait vous apporter aujourd'hui sur le circuit financier et ses problématiques. En résumé, vous avez les besoins de financement qui doivent être satisfaits par les ressources de financement. Ces ressources qui seront apportées par ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, les créanciers financiers, que sont les actionnaires et les prêteurs, qui vont apporter des capitaux engagés dans l'entreprise. L'entreprise va utiliser ces capitaux pour investir dans les activités, après avoir bien sûr défini en premier lieu de manière quantitative, de manière qualitative, les besoins de financement. Les produits et les charges générées par l'activité vont donner ce qu'on appelle les revenus économiques qui seront utilisés pour faire face, pour payer les prêteurs, donc payer l'intérêt, les actionnaires, donc les dividendes. Donc voilà ce qu'on voulait aujourd'hui vous apporter par rapport à ce circuit financier et ces problématiques. Et nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo qui entre carrément dans l'analyse de l'activité à donner comme résultat. Merci.